Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver ce jour ici au Café de Flore, notre lieu préféré, le lieu mythique, le Café de Flore à Paris, boulevard Saint-Germain. Bienvenue pour cette troisième émission des contrepoints de la santé spéciale élection présidentielle, les politiques face aux professionnels et experts de la santé. Notre thème du jour est un thème important, sans doute structurant pour les 5 prochaines années, innover en santé, pour quel progrès? Nous traiterons de nombreux sujets, du numérique, du futur, de la recherche, des technologies médicales, des biothérapies, de l'innovation médicale et de l'innovation organisationnelle. Comment créer un environnement en santé, un environnement favorable, on aurait tendance à dire plus favorable que celui que nous connaissions avant, car c'est bien cela l'idée du progrès, mais nos invités nous en reparleront. Existe-t-il ce que l'on a souvent coutume de dire, un déclassement de la recherche en biologie santé, révélé d'ailleurs sans doute par la crise du Covid? Nous y avons déjà consacré, Philippe Leduc, une émission. Il y a un an, la recherche médicale française à la peine, avions-nous titré. Nous allons voir si nous avons progressé. Pour aujourd'hui, il s'agit de voir si la prise de conscience des enjeux est réelle, si les pouvoirs publics, notamment, ont pris les décisions, de bonnes décisions, si les entreprises sont en capacité de réussir, si les professionnels eux-mêmes sont performants et si les propositions, évidemment, des candidats et candidates répondent aux attentes. Le plan Innovation 2030, dont l'objectif est, je cite, de faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé, est-il crédible et à quelles conditions? Pour en débattre avec Philippe Leduc et Renaud Degas, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Berta. Bonjour Philippe Berta, vous êtes député du Gard, député de Nîmes. Vous êtes également un chercheur, généticien de formation. Antoine Ténière, bonjour. Vous êtes professeur de médecine, d'anesthésie-réanimation à l'hôpital européen Georges Pompidou et vous êtes le directeur général de Paris Santé Campus. Vous nous direz ce que vous faites, mais spécialisé effectivement, nouvelle vitrine, pourrait-on dire, du numérique en santé, avec des ambitions réelles. L'inauguration était assez récente, nous y étions. Et puis, Franck Mouton, vous êtes le président de France Biotech, une association professionnelle, peut-on dire, fédérant des entreprises et différents partenaires de la Health Tech. Merci à nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Medtronic, et Point Vision, Hortus, Presse Info Plus, et les acteurs de la santé et LDC. Ce débat est enregistré ce mardi 29 mars, ici et maintenant. Philippe Leduc, la première question. Bonjour messieurs. On va aborder différents thèmes, financement, attractivité, formation, partenariat public-privé et public-public, parce que ce n'est pas forcément simple là aussi, souveraineté, indépendance et Europe. Mais avant tout, une question peut-être de fond. Faut-il distinguer innovation et progrès? Celui-ci est-il forcément la conséquence de l'autre? Comment faire en sorte que l'innovation soit pertinente et apporte un progrès au plus grand nombre? Faut-il déterminer des priorités ou à l'inverse, car c'est le moteur de la recherche, et laisser faire pour dynamiser celle-ci? 67%, 2 tiers des Français, dans le sondage BVA que nous détaillera tout à l'heure Odile Peixoto, considèrent que l'innovation en santé n'est pas toujours porteuse de progrès pour la santé des populations. 67%, c'est beaucoup. Alors, on commence par qui? Philippe Berta, le député. Oui, c'est une bonne et question. Chercheur. Oui, bonne question, dépôt trop miné. En fait, il faut noter quand même que le mot innovation est un mot assez récent, puisque c'est un mot qui, de mémoire, a dû surgir dans les années 90. Et effectivement, avant, on parlait de progrès. Et on s'est mis à parler d'innovation. D'ailleurs, ça n'a même pas suffi, puisqu'on a vite ensuite trouvé la nécessité de compléter le mot innovation, innovation de rupture, innovation. Donc la question que vous posez est la bonne. Est-ce que toute innovation conduit forcément à un progrès? Et j'allais rajouter, pour penser un petit peu à Aristote, pour le plus grand nombre et pour tout le monde. Il est clair qu'aujourd'hui, on sait bien sûr que ce n'est pas le cas. Et on peut prendre des exemples, je préfère les prendre en dehors du domaine de la santé, parce que la santé, l'innovation en santé est peut-être plus spécifique et plus particulière. Mais on peut même poser aujourd'hui la question de savoir si l'innovation qui s'appelle Internet
est finalement un si grand progrès que ça. Oui. Donc le lien entre les deux reste tout à fait discutable et à discuter Alors, effectivement. très rapidement, quelles conséquences est-ce qu'il faut encadrer l'innovation? Est-ce qu'il faut des grands plans? Est-ce qu'il faut des choix? Je rajouterais, Philippe, peut-être aller un tout petit peu plus loin en disant que pourquoi la santé aurait-elle un statut particulier? Et avant, vous répondez à ma question, parce qu'il pose toujours une question subsidiaire qui n'a rien à voir. Bon, alors là, je suis pris entre deux feux. Allez-y. Je vais finir par passer la main à mes voisins. La santé a un statut particulier parce qu'on a tous un objet commun, je pense, enfin, j'en suis même totalement convaincu ici, c'est soigner, c'est permettre effectivement la meilleure longévité, la vie la plus douce possible. Et donc, on est bien là pour parler uniquement d'amélioration pour nos concitoyens. Donc la santé échappe un petit peu à tout ça et on a très peu d'exemples, moi il ne m'en vient pas, où effectivement, en arrivant sur une innovation en santé, finalement l'innovation s'est retournée contre l'objet. Ouais. Alors que dans tous les grands autres domaines scientifiques, on voit bien que si on parle nucléaire, on voit bien que si on parle environnement, si on parle, je ne sais pas moi, agrochimie, on pensait effectivement nourrir le plus grand nombre, et puis finalement l'agrochimie se retourne contre nous. En santé, je pense qu'il y a moins il me semble, d'exemples aussi prégnants, aussi forts qui se sont retournés contre nous. Antoine Tanière, il y a le surdiagnostic, quelque part. Est-ce que l'innovation, donc, parfois, n'est pas contraire au progrès? Je trouve que ce qui nous prévient justement de ça, c'est toute la recherche et l'évaluation qui est faite, et qui sont des structurations extrêmement importantes qu'il faut arriver à conserver, à assouplir parfois, mais qui sont menées par des scientifiques et qui garantissent qu'in fine, quand on innove, quand on invente une nouvelle organisation, un nouveau médicament, une nouvelle thérapie digitale par exemple, eh bien, il y a un vrai service rendu aux patients. Et l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver à accélérer justement cette évaluation, faire en sorte qu'elle soit toujours de qualité. Je crois que c'est une caractéristique forte de la recherche française, et faire en sorte mais que les patients en bénéficient réellement. Alors justement, on pense au vaccin. 67% des Français qui considèrent que l'innovation, ce n'est pas forcément vrai pour tous. Est-ce qu'il y a un peu une crainte par rapport à la science ? Alors, je crois que notre capacité à démontrer justement que la science amène, en tout cas la vérité scientifique amène du bien réellement pour les patients, elle est importante. La période qui vient de s'écouler a été complexe pour plein de raisons, notamment parce que le débat scientifique qui se construit justement dans le débat et dans les arguments, les contre-arguments, s'est passé dans un temps très contraint devant des plateaux de télévision, et ce qui n'est pas forcément le moment le plus opportun, et a perturbé, je pense, beaucoup de nos concitoyens. Mais réellement, tout le travail de peut-être des scientifiques, je vous coupe, et peut-être des scientifiques. Et peut-être les scientifiques, voilà. Et le rapport à la vérité que la société entretient à travers justement cette vision, a, je pense, été un petit peu perturbé. Et pourtant, c'est comme ça que les scientifiques se challengent, construisent et avancent dans la compréhension des pathologies, des médicaments, etc. Mais alors, est-ce qu'il faut faire des choix dans la recherche? Est-ce qu'il faut des grandes priorités? Alors, il faut faire des choix, évidemment, et d'ailleurs, on pourra en discuter. Il y a quelques grands exemples de stratégies et de grands axes publics. Mais à côté de ça, il faut aussi donner la possibilité à chacun d'être disruptif et puis de faire émerger des choses qui ne sont pas forcément dans ces grands cadres ou dans ces grands choix, parce que c'est peut-être là que va naître la grande innovation de demain. Alors, Franck Mouton, vous représentez les industriels, vous êtes un expert. Est-ce que cette problématique de innovation et progrès se pose chez les industriels? Et comment vous y répondez? Je rajouterais que Franck Mouton est un biologiste également. Également, oui, accessoirement. Accessoirement. Merci, Pascal. Et à la tête d'ailleurs de Terra Nexus, vous nous direz. Absolument. Ce que fait Terra Nexus. Le point de vue des industriels. Alors, déjà, systématiquement, les innovations sont tractées par des besoins médicaux qui sont non couverts aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sort pas des innovations sans se dire qu'on va essayer de répondre à une question médicale qui aujourd'hui n'est pas adressée par ce qui existe en termes de prise en charge médicamenteuse, prise en charge diagnostique, prise en charge de e-santé. Donc déjà, la première chose, je dirais que c'est systématiquement le choix qui est porté dès la recherche. C'est-à-dire qu'on travaille sur des maladies, on a des maladies pour l'instant qui malheureusement n'ont pas de traitement, on les diagnostique très mal, il y a une errance thérapeutique, errance diagnostique, etc. Et donc, c'est comme ça qu'émergent des innovations, puisqu'en fait, donc, les travaux de la recherche sont transformés en produits qui sont développés par les industriels et qui essayent de répondre à ces besoins. Je pense qu'il y a aussi
dans les réponses de votre panel, ce que ça, pour moi, fait émerger, c'est le défaut de communication que nous avons, nous, à expliquer ce que nous faisons, de la recherche jusqu'au patient, quels sont nos métiers, quel est le processus aussi. Je pense que c'est très important. On l'a vu sur les vaccins. Je pense que c'est très important d'expliquer aux gens où on en est de la connaissance sur les ARN, par exemple, où on en est de la connaissance de la vaccination. Voilà, tout l'historique existe. Et je pense qu'on a eu un défaut, nous, chercheurs, scientifiques, ingénieurs, Expliquer, absolument. de communiquer là-dessus. C'est ça. Si on regarde les choses avec un esprit positif, on peut se dire que peut-être nous avons progressé, parce qu'aujourd'hui, les Français, enfin les citoyens du monde, savent ce que c'est que l'ARN messager, par exemple. Mais votre expérience est très originale. Vous reprécisez Pascal, les choses. tu sais Mais ce que donc, c'est qu'un messager, toi? Allez-y. Une définition. De mon temps, on apprenait, on voyait quand même dans le cytoplasme des petits trucs. Là, en 1900, un peu après toi quand même, quand on a fait médecine, on regardait, on avait une petite chose là qui s'appelait ARN messager. Enfin, toi, tu as pas dû en entendre parler. C'est dans le noyau. Je disais, je disais simplement que votre expérience est intéressante, enfin, parce que vous, dans votre structure, peut-être d'ailleurs c'est ce que vous faites un peu à France Biotech, vous vous intéressez vraiment à des maladies rares. Alors, Parkinson, oui, maladie de Batten. Tiens, maladie de Batten, tu vas nous expliquer. Non, monsieur Bouton, allez-y. Oui, enfin, d'abord, je suis un pur produit de ce que la France produit en termes d'entrepreneurs de la biotech. J'étais chercheur au CEA dans une autre crise sanitaire. ENS, École normale supérieure. Oui, avant cela, mais j'ai travaillé donc sur les maladies à prions. Vous avez tous entendu parler de la maladie de la vache folle, maladie de Creutzfeldt-Jacob. J'ai vécu cette crise sanitaire. Notre première grande peur. Oui, ça a été particulier. Et donc, j'ai créé l'entreprise sur la base des connaissances que nous avions accumulées au CEA dans l'équipe que je dirigeais. Et donc, c'est ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, on a 800 biotech en France. Ces 800 biotech sont majoritairement issus de la sphère académique, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un terreau fertile d'innovation au sein des unités de recherche, soit le CNRS, l'INSERM, le CEA, l'INRA, etc. Et les entrepreneurs sont souvent les porteurs du projet qui sont les inventeurs. Et donc, tout ça pour vous répondre effectivement que pourquoi des choix de maladies rares ? D'abord parce que les mécanismes d'action sont souvent plus maîtrisés dans une maladie rare que dans une maladie chronique qui intègre plusieurs dimensions environnementales, avec la chronicité, avec les comorbidités, donc qui créent une certaine complexité. Et le fait de travailler sur les maladies rares, souvent ce sont des maladies pour lesquelles il n'y a aucun traitement. Là, en l'occurrence, vous parlez de la maladie Batten, c'est une maladie qui touche les enfants à l'âge de 4 à 8 ans et qui est une maladie fatale pour laquelle aujourd'hui on n'a aucun traitement. Donc l'enjeu pour nous, c'est effectivement de pouvoir apporter des traitements. Sur Parkinson, vous ne devez pas être les seuls quand même. Alors sur le Parkinson, on est sur une symptomatologie particulière qui est la somnolence. Et pour lequel aujourd'hui il n'y a aucun traitement dans la somnolence dans la maladie de Parkinson. Alors Pascal, premier temps, une question sur le financement. Parce qu'en France, on manque de financement, enfin tout le monde le dit, on s'en étonne que tout le monde le dise depuis 20 ans, et qu'on en soit encore là. Pascal, la question. Oui, alors, enfin tout le monde s'en étonne, tout le monde voudrait que ça augmente, mais enfin les dépenses publiques notamment, et les dépenses même privées, sont parfois vertigineuses, donc il faudra comprendre. Mais enfin, si on regarde les chiffres, les dépenses de recherche et de développement sont de 2,22%. On nous dit qu'il faudrait que ce soit 3%. Enfin, pourquoi 3 et pas 4 et pas 5 ? Mais enfin, aujourd'hui, nous sommes à 2,22%. Et ça diminue. Dont 0,78%, si mes chiffres sont bons, pour le public, 1,44% pour le privé. Alors, l'ALPPR, dont vous avez été le rapporteur. En partie, oui. En partie. N'aurait, nous dit-on maintenant, pas corrigé effectivement les manques. Plus grave, me semble-t-il, dans le domaine santé-médecine, la France est classée 16e en 2019. La même place en 2020, d'ailleurs pour sa réponse à la Covid. La part affectée à la santé est de 17,2% versus, ça m'a beaucoup choqué ça, 35 à 40% dans les pays voisins et même 50% au Royaume-Uni. Il faudrait que vous nous confirmiez ces chiffres. J'ai fait une recherche assez approfondie. Mais alors, est-ce qu'on manque de financement ? Alors, on va vous faire confiance sur les chiffres, mais il faut aussi les mettre un petit peu en perspective. Il y a 5 ans, quand nous sommes arrivés, enfin nous, majorité aux affaires, en fait, le budget sur la décennie précédente de la recherche avait tout simplement baissé de 30%.
Donc il y avait un désintérêt massif, j'allais dire, pour nos métiers, puisque je considère en tant qu'enseignant-chercheur toujours faire partie de ce métier-là. Donc effectivement, il y avait un tir à corriger. Ce tir à corriger, donc, c'est la loi de programmation pour la recherche. Elle a comme intérêt principal de nous donner une perspective sur 10 ans. Bon, après, on va parler bien sûr des financements associés. Et les financements associés, c'est 25 milliards sur 10 ans. Si vous voulez me faire dire que ce sera suffisant, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense par contre que... Le double. J'ai eu une discussion lors d'une audition avec Luc Gallois qui m'a juste dit qu'on avait oublié un zéro. Bon, je pense qu'il était peut-être un peu excessif, mais c'est vrai qu'on a oublié. Mais on a surtout oublié que la recherche dont nous parlons, la recherche en santé, a beaucoup évolué ces dernières décennies. Quand j'étais moi-même biologiste et plus à la paillasse que devant un micro, on travaillait sur une molécule. Moi, je travaillais sur mon gène, le gène SRY. C'était l'objet de ma passion pendant des années. Aujourd'hui, quand on fait de la recherche en santé, on fait de la recherche haut débit, avec de grands outils, avec un petit peu à l'image de ce que faisait la physique ou l'astronomie depuis longtemps. Et on a oublié un petit peu, on a mal accompagné cette transformation, d'ailleurs mal accompagné même pour la distribution de l'activité entre le public et le privé, et on s'est laissé distancer. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une volonté très clairement affichée de rattraper ce retard, puisque l'objectif, je crois que moi, les classements que j'ai, c'est que globalement, on aurait régressé vers la 8e place, et là, on a un objectif de reprendre notre 3e place qui a été la nôtre il y a fort longtemps. Aujourd'hui, bon, les fameux 3%, ce n'est pas un chiffre qui sort du chapeau, c'était un engagement. C'est un engagement des pays européens, un engagement que la France a pris au début des années 2000, et force est de constater que l'Allemagne a dépassé ce chiffre depuis bien longtemps, et que nous n'y sommes toujours pas. Donc, effectivement, il faudra certainement d'autres moyens. Mais, je le redis, on a maintenant une base de travail, on a une programmation, et donc cette programmation, elle a l'avantage de donner une visibilité. Alors après, on ne va pas parler ici politique, bien sûr, en espérant pouvoir la poursuivre par la suite, parce que l'idée, c'était, quels que soient les acteurs, de les avoir engagés dans cette poursuite. Et donc, je vois mal aujourd'hui un dirigeant dans ce pays nous expliquer qu'il va recouper les budgets de la recherche. Donc c'était ça déjà le schéma de départ. Mais, par contre, bon, il faudra d'autres moyens. Et puis, j'ai entendu un mot qui m'est cher, et je sais que c'est le cas de mes collègues, c'est aussi de mieux définir, puisque vous l'avez cité, la part du privé. Qu'est-ce que fait le privé? Qu'est-ce que fait le public? Et je crois que là, on a un problème de frontière et de partenariat qui est complètement... On va y venir. On va parler argent, et enfin, on en parle, mais on ne parlera pas que d'argent. Et notamment, tu voudrais parler d'attractivité, peut-être. Maintenant. Oui, non, mais peut-être l'avis sur l'argent Alors, dans ces conditions... Antoine Ténière, qui est quand même... Alors, vous, c'est le numérique, hein, votre truc, c'est Paris Santé Campus. Alors, vous avez beaucoup d'argent, peut-être pas tant que ça, mais on dit que vous êtes un alchimiste. Alors, on a tous les espoirs. Est-ce que là, il y a une vraie priorité de mettre de l'argent sur le numérique en santé? Et on voit bien que la recherche, maintenant, c'est le numérique, c'est la biologie, c'est les biotech, c'est les données de santé, tout est mêlé. Oui, alors, est-ce que vous avez assez d'argent? Absolument. Et pour mieux vous connaître également, donc Paris Santé Campus est aujourd'hui sur le périphérique, et puis demain, vous allez occuper le Val-de-Grâce, c'est ça? Absolument. Oui, ça, c'est mythique, alors, ça aussi. Sur les financements, presque comme le café de Fleurs. Moi, je partage l'avis qui a été donné, c'est-à-dire que la crise Covid, là aussi, a mis en lumière un certain nombre de réalités qu'on ne voyait pas forcément. On a mis tout un système dans son ensemble en tension, et on en a vu à la fois les limites sur certains aspects qui parfois découlaient de décisions de plusieurs années, et puis aussi des forces, parce qu'il ne faut pas non plus dire qu'on n'a que des faiblesses, qu'on n'a pas assez d'argent, etc. Je crois qu'il y a une réaction très forte qui a été mise en place dans la santé, dans la recherche. Il y a quelques exemples avec des financements massifs. Le Ségur de la santé, 10 milliards d'euros pour les professionnels de santé. Le Ségur sur le numérique, 2 milliards d'euros. Et puis maintenant, c'est effectivement sur le sujet qui me concerne moi, la stratégie d'accélération santé numérique, qui, dans des logiques de cofinancement public-privé, va aussi accompagner l'innovation. Vous parliez tout à l'heure de l'inauguration de Paris Santé Campus. Le Premier ministre qui était venu à cette occasion a fait un constat très clair, très dur aussi, de ce qui a été vu pendant la crise Covid sur les difficultés de la recherche à se coordonner, à produire de façon efficace, et puis à collaborer pour donner... Je vous coupe, ça m'avait frappé. Je ne sais pas si vous y étiez à cette inauguration. Le Premier ministre avait été saignant dans son introduction. Voilà. Mais le discours de vérité est absolument nécessaire si on veut justement pouvoir rebondir, et je crois que c'est ce qui est fait aujourd'hui avec à la fois de la stratégie et des financements de façon assez inédite dans la santé, qui est une réponse finalement assez logique aux difficultés qu'on a vues. Donc la question, il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience.
il y a des financements. Notre responsabilité à tous, c'est de l'utiliser maintenant, On va en parler. d'aller voilà, dans ces Franck directions-là. Mouton, sur les financements, vous êtes privé, vous. Vous êtes le privé de l'affaire. C'est ça. Si je reprends le panorama 2021 de la Health-Tech, qu'on a publié récemment, 2,3 milliards de fonds privés ont été injectés sur le territoire français. On est juste derrière la Grande-Bretagne. Donc en termes d'attractivité et de capacité... C'est des investissements. C'est des investissements dans les entreprises en Voilà, France absolument. par le capital risque et par le privé. Donc on a vraiment des leviers aujourd'hui de visibilité d'un certain nombre de ces entreprises, avec des levées de fonds qui sont comparables à d'autres écosystèmes qui sont extrêmement efficaces, de l'autre côté de la Manche et de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on a aujourd'hui une transformation, une maturité de la filière qui nous permet d'atteindre ces montants-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à côté des 3 stratégies d'accélération qui ont été retenues par le gouvernement, vous parliez de choix, les choix ont été faits. Il y a 3 choix qui ont été retenus. Biothérapie, bioproduction, c'est-à-dire tous les médicaments qui sont produits biologiquement, anticorps, thérapie génique, thérapie cellulaire, le numérique en santé et les maladies infectieuses. Dans le plan en santé 2030. Exactement. Donc il y a 800 millions, un peu plus de 800 millions sur la bioproduction, un peu plus de 600 millions sur le numérique en santé, un peu plus de 600 millions sur la partie maladies infectieuses émergentes. Et ça en face de cela... Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous parlez du plan annoncé par le président de la Oui. République le 4 décembre 2020. Tout à fait. Et ça a déjà eu des effets. Il y a eu plusieurs choses. Ces annonces-là, plus les modifications d'accès au marché, parce que ça, c'était très attendu par les industriels. C'est-à-dire que vous avez... en France, on avait quand même plutôt tendance à pousser l'amont et ne pas tirer l'aval avec des capacités de prendre en charge. C'est-à-dire que vous indiquez la perception du progrès par rapport à ces innovations. C'est-à-dire qu'on les voit se développer, sauf que le marché français n'était pas le marché le plus attractif. Et là, la loi de finances de la sécurité sociale 2021 Favoriser l'accès. a favorisé l'accès d'un certain nombre d'innovations. Vous avez vu la télésurveillance qui est passée dans le droit commun. Vous avez vu l'accès direct. Donc on a un système qui est identique à celui de l'Allemagne pour la prise en charge de nouvelles thérapies. On nous dit que tous les systèmes haute autorité de santé ne fonctionnent pas si bien. Enfin, Il y a des progrès à faire pour le coup, mais quoi qu'il en soit, on a des messages qui ont été positifs vis-à-vis des investisseurs privés pour dire il se passe des choses en France aujourd'hui. D'accord. Et Donc, voilà. donc, de ce côté-là, on peut imaginer que ça ira mieux. Deuxième grand thème, c'est l'attractivité de la recherche pour les chercheurs. En France, les chercheurs sont très mal payés. On dit qu'ils ont qu'à aller frapper à la porte de la recherche publique, en particulier. La porte d'à côté, ils vont avoir un salaire qui va être multiplié par 4, voire 10 aux États-Unis. Les investissements, on l'a vu, bon, c'est un peu mieux, mais enfin, on est un peu à la peine. Alors, comment faire? Comment attirer les chercheurs? Est-ce que là aussi, alors le président a annoncé dans le plan santé 2030 qu'il allait essayer de faire venir des chercheurs de haut niveau, il allait mettre l'argent, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est pas un problème de fond si on n'a pas de chercheurs? Alors, vous mettez le doigt sur un problème essentiel, puisque je me souviens très bien de la mission préparatoire justement pour cette loi de programmation. On a fait une enquête qu'on n'a pas eu à faire parce qu'on malheureusement, le constat, on le connaissait. Hein, l'âge moyen de recrutement d'un chercheur ou d'un ancien chercheur dans ce pays, c'est autour de 34-35 ans. Et c'était, puisqu'il y a un progrès qui est amorcé, c'était pour un petit peu moins de 2 fois le SMIC. Donc faire PAC Lux 17 pour un peu moins de 2 fois le SMIC, forcément, après on se pose des questions et on trouve d'ailleurs merveilleux qu'il y ait quand même des jeunes qui continuent à s'y engager. Oui. Donc il y a un correctif à faire. Le correctif est complexe. On ne va pas refaire le passé, mais bon, on a été l'objet d'une fonctionnalisation dans les années 80 qui était demandée à l'époque par les syndicats. Bon, ça a créé des contraintes. Ça s'appelle l'indiciaire, la grille de la fonction publique. Et quand vous touchez à cette grille, c'est tout de suite compliqué. Donc la seule solution était de contourner autour de cette problématique et essayer d'arriver à travers des systèmes de primes à essayer un petit peu d'améliorer les choses. Le coup est parti. Alors, il n'a pas encore tous ses effets puisqu'il est parti essentiellement ce début d'année. Il commence par les gens qui sont situés le plus bas dans la grille, les jeunes maîtres de conférences, les jeunes chargés de recherche. On sera encore loin du compte à la fin, mais en tout cas, la prise de conscience et la considération du problème est aujourd'hui là. Mais c'est un problème culturel. Je ne sais pas si vous le réfléchissez, mais moi, je l'ai toujours réfléchi comme ça. On nous parle, puisqu'on parle d'innovation, on parle donc d'économie de la connaissance, etc. Et si on regarde les métiers les moins valorisés
Si je fais le ratio nombre d'années d'études et salaire, ce sont les métiers de transmission de savoir, l'enseignement sous toutes ses formes, et les métiers de création de savoir, c'est-à-dire la recherche. Donc là, on a un vrai problème. Soit on considère que c'est moteur, que c'est crucial, et il faut y mettre les paquets, et en plus, en y mettant le paquet, je suis convaincu qu'on sera plus attractif, et donc en étant plus attractif, on attirera encore une nouvelle forme d'excellence. Sur ce sujet, il faut quand même regarder un peu les modèles. Alors on nous dit toujours le modèle américain, mais enfin bon, c'est quand même très différent. Très grand pays, nous ne sommes qu'un pays moyen. Mais dans nos comparaisons européennes, est-ce que quand vous faites la loi, est-ce que vous regardez les modèles qui pourraient nous attirer ? La difficulté est un peu là, c'est que le modèle français, c'est le modèle, alors dans ce domaine-là, comme malheureusement dans tant de domaines, c'est le domaine de la complexité. Je ne sais pas si... Je m'étais amusé un jour, parce que je suis taquin de nature, à aller voir le haut-commissaire au plan, François Bayrou, et lui demander de me citer le nombre d'établissements publics français impliqués dans la recherche en virologie, ce qui était une bonne question pendant la crise Covid. Et je lui ai proposé de renoncer à faire cet énoncé, parce que ça allait prendre beaucoup de temps. Donc déjà, on a un problème de structure. Franck parle du CEA, moi j'étais CNRS, j'étais INSERM. Voilà déjà 3 structures, et la liste est longue, qui font de la recherche en santé. Donc on a un problème d'organisation. Mais ce que je veux redire aussi, c'est que ce que la loi va faciliter, et tant mieux, parce que c'est peut-être aussi la solution pour que globalement les salaires s'améliorent, c'est le transfert public-privé. C'est-à-dire sortir de ce carcan et pouvoir voir enfin des carrières, des carrières se construire en étant un coup dans le privé, puis aller dans le public, puis revenir, ou, comme la majorité de nos collègues anglo-saxons, quand ils ont une petite notoriété, ils ont à tout moment un pied dans le public et un pied dans le privé. Peut-être que ce serait bien sur ton sujet, l'attractivité d'écouter. Non, justement, parce que Monsieur Mouton. Mais moi, je vous avais parlé de formation. Voilà, Pascal, la transition. Philippe Bertin, votre discours, on l'entend depuis longtemps. Mais comment faire en sorte que ça change? Alors peut-être, Monsieur Mouton. Alors, Franck Mouton, je demande du passage privé et partenariat public-privé et public-public, parce que ça ne fonctionne pas forcément très bien non plus dans ce sens-là. Alors, d'abord, il y a effectivement beaucoup plus, on va dire, d'acculturation des jeunes chercheurs à la valorisation de leur recherche, donc déjà. On a un tissu de valorisateurs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on les incite à gagner de l'argent. À faire des brevets. On les incite à faire des brevets, on les incite à développer les innovations à travers la création d'entreprises. On les incite à de la mobilité public-privé, la capacité à revenir, la capacité à pouvoir prendre des parts et donc effectivement à pouvoir modifier l'impact patrimonial de leur recherche, on va dire ça proprement. Mais voilà, donc aujourd'hui, on a ces dimensions qui se mettent en œuvre et qui font qu'on incite les chercheurs à passer du public vers le privé, de pouvoir conserver aussi de l'activité de recherche, parce qu'il ne faut pas aussi assécher l'activité de recherche uniquement par la création d'entreprises. Donc ça aussi, c'est très important. Et c'est un vrai moteur de se dire qu'on va déposer un brevet. Par exemple, vous, là, votre exemple, parce que moi j'ai regardé un peu votre activité, vous êtes encore chercheur ou vous êtes un chef d'entreprise harassé par les charges? Il est président de France Biotech. Et en plus France Biotech, mais en fait c'est un vrai chercheur. Mais comment vous faites alors? Brillant. Alors oui, malheureusement, j'ai dû lâcher un petit peu la paillasse et actuellement, c'est beaucoup plus une activité entrepreneuriale et une activité de rapport avec un certain nombre d'acteurs. Mais c'est aussi extrêmement exaltant parce que vous avez cette vision 360 et je ne regrette absolument pas. C'est-à-dire que je continue à suivre la recherche que nous menons en interne sur ces différentes maladies. Mais à côté de ça, je vois aussi les enjeux financiers, les enjeux de développement, les enjeux de commercialisation, les enjeux de partenariat avec les industriels. Donc ça aussi, c'est extrêmement enrichissant pour un entrepreneur et pour un chercheur à la base de voir ces différentes activités. En tout cas, c'est extrêmement exaltant. Après, aujourd'hui, on a vraiment, en particulier, certains organismes qui mettent en place ces structures-là. Si votre question est de savoir est-ce que j'ai quitté le CEA, oui, j'ai quitté le CEA pour pouvoir créer l'entreprise avec une capacité de retour pendant une certaine période, justement pour permettre à ce que l'entreprise soit, on va dire, peut-être pas pérenne, mais en tout cas ait suffisamment de visibilité. Et donc ça, beaucoup d'organismes le proposent, c'est-à-dire la capacité de prendre le risque de créer son entreprise, de prendre le risque de prendre des parts dans l'entreprise à titre personnel et de pouvoir revenir si jamais ça échoue et de pouvoir recommencer. Donc ça progresse alors. Oui. Antoine Ténière, oui, bien sûr, qui est un brillant médecin aussi et qui aujourd'hui... Absolument. Justement, votre objectif à Paris Santé Campus, c'est justement de permettre cet échange, ce partenariat
Il y a du privé, du On est au public. centre. Oui, absolument. Alors, Philippe. vous venez de net Paris Santé Campus, mais est-ce que déjà vous voyez que ça marche ou est-ce que c'est difficile? Oui, non, c'est clairement une direction dans laquelle il faut aller. On a vu là aussi quelques exemples, mais que je prends toujours pendant la crise Covid. Les efforts de recherche qui ont été massifs, mais décoordonnés. Plus de 200 ou 300 études menées en même temps, mais finalement, celles qui sont réellement allées au bout, il y en a très peu. Avec manque de patients. Parce que comme il y en avait tellement, on n'avait pas cette patients. Avec des défauts de coordination, parce qu'il y a eu d'un coup beaucoup de patients, puis après un peu moins de patients, etc. Donc on a besoin justement de mieux coordonner tout ça. Excusez-moi, je vous coupe parce que c'est un bon mot. On a eu beaucoup de passions chez nous. Oui. On a eu quelques médecins qui nous ont... Absolument. Mais simplement, en tout cas, clairement, la question des frontières, elle est très importante et c'est ce qu'on essaye, nous, d'adresser à Paris Santé Campus. On a quelques très bons exemples comme ça. Je prendrai l'exemple du laboratoire de Michael Tanter, qui est issu de l'ESPCI, qui est un laboratoire de recherche d'excellence reconnu dans le monde entier et qui a créé 4 entreprises à partir justement de ces découvertes. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à disséminer ce modèle-là, aidé par les structures de valorisation et faire en sorte que les chercheurs et les entrepreneurs puissent se rencontrer, puissent être accompagnés pour créer ensemble et créer de la valeur, qu'elle soit scientifique ou économique. Parce que ce qui a fait la frustration et en réalité la déception, parce qu'ici on aime tous la recherche et l'innovation, mais ce qui est frustrant, c'est de voir effectivement que, notamment, on dit, et ça va être la transition avec la formation, on a beaucoup de chercheurs, de bons chercheurs, et puis dès que ça marche, ils partent ailleurs. Alors, l'un et l'autre. Non, ça c'est un petit peu cliché. Enfin, moi, non, mais c'est pas faux quand même. Moi, j'ai passé 5 ans à pratiquement, je crois que j'ai vu tous les acteurs, enfin en tout cas beaucoup d'acteurs industriels passer dans mon bureau ou dans les différentes commissions dans lesquelles j'ai participé. La dernière en date étant une commission d'enquête sur la désindustrialisation. Et je voudrais dire que de la part de des groupes étrangers, moi, chaque fois, je posais la question, mais qu'est-ce que vous faites encore en France? Parce que si on en croit ce on est en train de décrire, il n'y a plus rien à faire en France. Et en fait, vraiment, en critère numéro 1, c'est pour ça que j'ai regardé l'étude et qu'elle m'a fait un petit peu cligner de l'œil, on vient en France parce que qualité de la recherche. N'oublions pas, c'est que malgré tout ce qu'on est en train de se dire, on arrive à maintenir, l'oncologie est un exemple, mais il y en a d'autres quand même, on arrive à maintenir un bon standard de recherche qui fait qu'effectivement, les compagnies étrangères, je ne vais pas les citer parce que la liste en serait longue. C'est la recherche fondamentale ou c'est la recherche clinique? C'est quoi la qualité de la recherche? Alors, moi je suis fondamentaliste, donc c'est la recherche fondamentale d'abord. C'est cette capacité d'avoir maintenu quand même, avec notre système public, une recherche tous azimuts, et qui est important à maintenir parce qu'on ne sait jamais, puisqu'on parle ici d'innovation, d'où le coup va partir. Si on regarde les grandes innovations, je sais pas, moi je pense à CRISPR, je pense à ces techniques d'édition des génomes, c'est toujours, comme bien souvent, des gens qui travaillent sur des bactéries. Oui. La grande chercheuse, elle est quand même partie en Allemagne. Madame. Oui, d'accord. Mais enfin, en attendant, elle a fait tout son cursus ici et elle a réussi à faire un cursus de qualité. Alors, on aurait bien aimé qu'elle reste en France. Mais enfin, oui. On peut reprendre l'ARN aussi, Jacques Monod. Oui, bien sûr, Monod, Jacob, effectivement, mais évidemment. Et Moderna. Et Moderna à la fin, oui. Mais alors, en tout cas, ça veut bien dire que la recherche de départ, la recherche fondamentale de départ est de qualité, malgré la faiblesse des moyens, malgré la faiblesse des salaires. Donc ça vaut la peine de s'y pencher. Et effectivement, comme l'innovation maintenant dans le parcours du médicament, tel que l'a décrit Franck, part du fondamental, part de nos laboratoires académiques pour ensuite effectivement se transformer en valeur, en brevet ou autre, il faut y mettre le paquet. Alors, parce que sur la formation, après on écoutera le sondage qui est très intéressant. Philippe Leduc m'a soufflé cette phrase qu'il avait repérée lui-même de Philippe Aghion, l'économiste que tout le monde connaît, déclarait récemment que subventionner la R&D des entreprises a peu d'effet sur l'innovation et la croissance en l'absence d'un vivier abondant de diplômés du supérieur et en particulier de docteurs en sciences. Donc on voulait vous interroger sur cette phrase. Alors je complète pour aller un peu plus vite. Nos formations universitaires sont-elles à la hauteur? Faut-il réuniversiariser la recherche, en tout cas l'université française, notamment un peu sur le modèle des anglo-saxons? Je vois que les universitaires le demandent. La France est passée en 15 ans de 4,5% à 3% des publications mondiales, reculant de la 6e à la 9e place. Si mes chiffres sont bons, ça contredit un peu ce que vous dites, M. Bertha. Comment instiller l'esprit scientifique dans la population pour lutter aussi contre tout ce que l'on a vécu? Pascal, il y a 1000 questions dans ta question. Oui. Sur la formation, ils vont tout régler. Sur la formation précisément, est-ce qu'il faut vraiment mettre un coup de booster ou... Moi, je vais prendre avant la formation, parce qu'il y a des mots que j'ai entendus qui sont pour moi un combat permanent et depuis 25 ans, avec ma petite école de l'ADN en particulier.
c'est qu'on a vraiment un problème de fond dans ce pays sur notre niveau culturel, notre acculturation scientifique, technologique, industrielle. On a un problème, et j'allais rajouter économique d'ailleurs, et puis même sanitaire, on l'a bien vu. Donc on a un problème. Moi, dans les auditions auxquelles j'ai participé récemment, tous secteurs confondus, il y a eu par contre un leitmotiv commun de tout secteur, on n'a plus personne pour venir travailler dans nos structures industrielles, dans nos entreprises, etc. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, et probablement déjà un peu celle d'hier, se désintéresse complètement. On a voulu générer une espèce de société de services dans ces dernières décennies, en oubliant qu'à un moment donné, le service, il faut le payer, et que la vraie richesse, c'est d'abord l'industrie. Et le poids de l'industrie aujourd'hui, je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que ça a dû être cité dans cette art review, mais c'est moins de 10% du PIB. Oui. Là où en Allemagne, c'est 25%. Oui, mais là où en Italie, loin, c'est 21%. Ça remonte aux années 80 quand même. Oui. On va faire une économie de service. Ça n'a cessé de baisser. Ça n'a cessé de baisser. Et aujourd'hui, la crise Covid, là encore, a été un révélateur dans nos domaines. Hein, quand vous êtes incapable d'avoir des masques, incapable d'avoir des kits PCR, incapable d'avoir des congélateurs à moins 80, etc., vous voyez bien qu'il y a un problème et que vous avez abandonné toute forme de souveraineté dans ce domaine-là depuis longtemps. Je pense que ça doit faire plaisir à un de nos auditeurs, téléspectateurs, Jean de Kervasdoué, qui est avec nous. Tout ça. Donc il faut déjà repartir de là. Avant de parler formation, il faut redonner de l'appétence. Et cette appétence, moi j'ai commis quelques propositions dans ce contexte-là. C'est dès l'école primaire qu'il faut y retourner. Il faut se retrousser les manches. C'est l'industrie ou c'est la science ? Bien compris. Pour moi, c'est totalement connecté. Mais déjà, c'est donner un message scientifique, expliquer ce que c'est qu'une démarche scientifique. On a des solutions pour ça, pour les plus petits, les plus jeunes, par du gaming, par des jeux, etc. On sait l'importance des petits débrouillards, de structures comme ça. Il faut y aller. Ça, il y a une vraie prise de conscience maintenant. Est-ce qu'il y a des moyens Antoine Ténière. Juste un commentaire. On a des formations d'excellence en France. La raison pour laquelle, justement, nos chercheurs sont chassés, c'est parce qu'ils sont excellents. Quand vous prenez les mathématiciens, la formation médicale, elle est reconnue. Ce qu'il faut, c'est qui soit adapté aux compétences qui sont nécessaires pour les métiers de demain, et notamment pour la recherche, parce qu'on voit les compétences qui se multiplient, notamment quand on parle du numérique. Et puis, deuxièmement, qu'on soit en capacité de former plus d'étudiants dans ces métiers-là. Oui, je pense que c'est un élément essentiel. Une question à vous particulièrement. Vous êtes professeur de médecine. On a besoin de médecins généralistes, on a besoin de médecins de proximité. Est-ce que les jeunes médecins que vous formez ont envie de faire de la recherche ? Oui, clairement. Et je trouve qu'un des éléments forts, on parlait tout à l'heure de l'attractivité que peut avoir la France, et notamment de la qualité de la recherche, c'est ce lien entre recherche fondamentale, recherche clinique et patient. Ce continuum en fait que la fonction universitaire au sein des hôpitaux représente, c'est-à-dire d'avoir, quand on est chercheur, une vision directe sur les enjeux et les besoins des patients. C'est-à-dire qu'on peut faire des boucles complètes en se disant quels sont les besoins que je vois aujourd'hui au quotidien pour mes patients et comment est-ce qu'avec les stratégies de recherche, je peux les résoudre. Donc c'est ce lien-là, à mon avis, qu'il faut pérenniser. En d'autres termes, je voulais vous demander si vous pensez, vous, mais les autres aussi, si nos modèles CHU sont capables de relever ces défis. Alors les CHU sont des très belles inventions. Je pense qu'il faut en repenser certains aspects dans le cadre actuel. Ils ont été inventés en 1958. Et donc aujourd'hui, en 2022, il y a des réalités qui bougent. Ce sont des centres d'excellence qui en ont fait des références et des recours pour le système de santé. Mais il faut arriver à repenser également ce qu'il y a autour du CHU pour faire en sorte que ce ne soit pas l'entonnoir commun. Qui c'est qui pense à ça ? La Cour des comptes justement proposé de regrouper les CHU. C'est ce que vous voulez dire ? Non, pas forcément, mais repenser la façon dont le système de santé s'organise autour du CHU pour que ce ne soit pas le seul et unique recours. Je vais peut-être être un peu clivant en disant ça, mais on voit qu'aujourd'hui, par exemple, la question de l'embouteillage dans les urgences, elle existe parce que justement, c'est le seul élément visible pour les patients quand ils ont une problématique. Donc arriver à repenser tout ce qu'il y a autour, en plus de repenser certaines missions du CHU, je pense que c'est essentiel. Il faut faire un débat sur les CHU, parce que je crois que c'est important. Oui, parce qu'il n'y a pas que les CHU, non, il y a des établissements privés, les CLCC. Voilà. Bien sûr, alors, on va passer sur ce que pensent les Français. On va écouter Odile Peixoto, à qui je vais donner mon micro. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par la première question historique qu'on suit depuis 2017, qui est la cote de confiance dans le gouvernement en matière de santé. Donc, nous sommes à 34%. C'est un des niveaux les plus faibles et c'est stable tout ce premier trimestre. Ça contraste avec les plus de 50% de cet été. Alors, c'est à lire aussi à l'aune d'une
d'un climat de fond, d'inquiétude et de profonde fatigue de nos concitoyens. Donc il faut lire les résultats de ce sondage aussi en ayant en arrière-fond ce climat général d'anxiété et de fatigue. Donc pour rentrer dans notre sujet, déjà deux opinions concernant la crise Covid. L'idée à 93% que dans le cas de pandémie comme la Covid, l'innovation santé doit être accessible à tous les pays. Donc la notion un petit peu sous-jacente qu'il y a un besoin d'accès universel à l'innovation santé avec cette notion d'interdépendance des vivants, de One Health, etc., qui commence à prendre corps dans l'opinion. On sent bien que dans le cas de pandémie, il y a quelque chose d'universel à générer. L'absence de vaccins français a quand même porté un coup un petit peu sévère à l'image de la recherche en France, puisqu'on a 67% des Français qui disent que l'absence de vaccins français marque le déclin de la recherche de santé en France. Donc c'est quand même assez fort. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment par d'autres études, il n'y a pas de doute sur le vaccin en lui-même, ARN messager. Il y a peut-être quelques Français encore qui doutent. C'est pas là-dessus. C'est plutôt, comme l'ont dit les intervenants précédents, un défaut d'acculturation à la méthode scientifique. Il y a eu quelque chose de raté dans cette occasion unique qui a fait de la recherche médicale et de la science un des premiers sujets de préoccupation pendant des mois et des mois, avec une impossibilité. Et tout le monde est coupable, quelque part. Les Français, parce qu'ils ont trié ce qu'ils avaient envie d'entendre. Les médias, parce qu'ils voulaient faire du buzz. Les chercheurs, parce qu'on leur donnait enfin la parole. Enfin, tout ce petit monde n'a pas su se mettre en ordre de bataille pour expliquer, et les Français étaient prêts à l'entendre, à s'acculturer scientifiquement. Donc il y a eu une occasion ratée, c'est dommage. Un item très général qui a été repris par Philippe sur l'innovation en santé n'est pas toujours porteuse de progrès. Pour la santé des populations, on a 67%. Alors, c'est un item un petit peu compliqué parce que déjà, la notion de progrès, on a quand même changé d'époque. Le progrès comme facteur univoque d'émancipation des peuples est bien passé derrière nous. Il y a un questionnement du progrès, il y a un fléchage, il y a une redéfinition du progrès à faire. Voilà, c'est clivant. Hein. Et en plus, deuxième facteur, l'attelage innovation-progrès ne va pas de soi. Ce qui était peut-être le cas pendant les 30 Glorieuses, etc. Donc il y a un clivage là-dessus. Il y a nécessité effectivement d'une grande acculturation scientifique, d'expliquer aussi que la science, c'est quelque chose qui est en marche. Il n'y a pas de credo. Ce qui est valable un jour J n'est pas forcément valable le lendemain. Ça avance, il y a une méthode, il y a des controverses, il y a des discussions. C'est rentrer dans l'ère de la complexité. Nous y sommes. Et pourtant, les médias ne veulent que cliver, que caricaturer, qu'opposer et être dans le binaire. Donc, il y a un gros souci, je pense, global de communication. La France, donc, n'est plus à la pointe de l'innovation en matière des Français, à la pointe de la recherche pour la majorité des Français. Les Français ont à 91% tout à fait conscience, par contre, que l'aspect pluridisciplinaire est indispensable à la recherche médicale, puisqu'ils disent que la recherche médicale est plus productive en faisant travailler ensemble des compétences médicales et les autres sciences, nouvelles technologies, intelligence artificielle, etc. Donc ce côté interdisciplinaire qui a été évoqué est tout à fait perçu par le grand public. En ce qui concerne les mesures les plus efficaces du point de vue de nos concitoyens pour favoriser la recherche et l'innovation, alors rien dans tout ce qui a été proposé, hein, on a proposé un certain nombre de pistes, rien n'est vraiment jugé inefficace. Les deux choses qui sortent le plus, ça a déjà été largement évoqué, c'est la recherche partenariale, hein, favoriser les partenariats entre recherche publique et recherche privée, cité par 42% des Français. Le problème des salaires des chercheurs, mieux payer les chercheurs en France, 42% des Français, ce sont les deux principaux leviers. Augmenter le financement de la recherche publique, qui s'en rapproche très fort avec 37%. Améliorer la formation initiale, donc là, vous voyez, il y a un problème. Les Français ne savent pas que nous avons une formation d'excellence. Et peut-être que
il y a à redorer le blason et l'image de la recherche française sur ce plan-là, parce que cette notion de fierté d'appartenance peut aussi attirer des chercheurs. C'est peut-être pour ça que les jeunes, quand même, restent en France pour un bon nombre d'entre eux. Donc 30%, c'est loin d'être négligeable. Après, créer des fonds d'investissement puissants pour financer la recherche, citée par 26%, et faciliter les initiatives privées en simplifiant les procédures, 22%. Donc on voit quand même qu'il y a l'opinion qui a envie de booster plutôt l'aspect public et la recherche partenariale. Avec, et pour en terminer, l'idée que quand même majoritairement, la recherche en santé doit se faire en coopérant avec d'autres pays de l'Union européenne. Donc l'aspect dimension européenne qui ressort à 72% versus 28% qui veulent une France, une recherche qui reste à l'échelle de la France. On va parler de tout ça. Merci Odile. Un commentaire très rapide avant de parler à un autre sujet qui est très important sur le sentiment des Français. Peut-être un commentaire avec un peu de recul, parce que là aussi, c'est quelque chose qui est en réaction à ce que tout le monde vient de vivre pendant les temps précédents. Quand on prend un petit peu de recul dans l'histoire des épidémies récentes, les délais de résolution n'ont jamais été aussi courts. On regarde l'épidémie VIH, on regarde l'épidémie Ebola. Le temps pour avoir une identification des premiers médicaments, des premières mesures a été très long dans les années 80, un peu moins long dans les années 2000. Et aujourd'hui, moins d'un an après l'émergence d'une pathologie infectieuse, on a des premières solutions thérapeutiques. Donc c'est simplement le cadre que je voudrais mettre dans l'analyse de ces éléments qui sont, vous l'avez bien dit, des éléments un peu post-traumatiques qui sont tout à fait partagés par les chercheurs et par les professionnels de santé. Et simplement se dire qu'au-delà de ces éléments qui sont directs, on a aussi beaucoup de raisons de se dire que le progrès avance. Oui, mais je voulais faire un tout petit commentaire uniquement sur ce point. C'est que si, par chance, le Covid nous servait à résoudre, ou en tout cas à améliorer la prise en charge du sida, ça serait vraiment, en termes de communication et d'information, ça serait une grande... Ça vient. Alors, Franck Mouton. Oui, là-dessus, il y a un point et vous l'avez mentionné sur la formation. Je pense qu'on a un gros problème de ressources de médecins sur le territoire. Et ça, il va falloir l'adresser très rapidement. Alors, évidemment, le numérique en santé va être une planche de salut en attendant d'avoir effectivement le bon nombre de médecins, parce que je pense que pour nos citoyens, ce qui est très important, c'est effectivement leur prise en charge, de ne pas attendre aux urgences, de pouvoir avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo en moins de 6 mois, etc. Et ça, on a une vraie grosse tension. Donc, d'un côté, on a effectivement ce besoin médical qui est absolument non couvert aujourd'hui et pour lesquels il faut trouver des solutions. Alors, les solutions numériques avec le illettrisme des personnes âgées, etc., risquent d'être une difficulté. Et nous, je vois dans le domaine des biotech et des health tech en général, biotech, dispositifs médicaux, diagnostics et solutions de e-santé, on a une tension très forte sur l'emploi, c'est-à-dire qu'on est en train de chercher des compétences. On ne les a pas, on a du mal à les trouver, alors qu'on est capable de les rémunérer. Donc il y a un vrai besoin aujourd'hui de former ces gens à ces nouvelles technologies. On a un tsunami d'innovation. Quel type de profil? Des profils de data scientists, des profils de gens qui savent faire de la bioproduction sur le territoire. Ils sont formés où, ces gens-là, justement? C'est la faculté? S'il y a des écoles privées, comment ça se passe? C'est tout le système. Donc, il nous faut des pharmaciens qui savent qualifier les produits lorsqu'ils sortent des unités de production. Il nous faut des médecins, il nous faut des ingénieurs, il nous faut des techniciens. Les médecins, on n'en a pas, de toute façon. Philippe Bertha, sur le sentiment des Français. Moi, on ne peut pas laisser passer ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de médecin, mais enfin, si on permettait peut-être à des infirmiers de pratique avancée d'évoluer, etc. C'est sûr que pour soulager le système de santé aujourd'hui, il va falloir transformer effectivement les différents métiers et faire en sorte que l'ensemble des professionnels de santé s'impliquent à tous les niveaux pour pouvoir effectivement soulager. Ce n'est pas pour faire plaisir à Tatiana Henriot qui est dans la salle. C'est des protocoles de coopération qui progressent, il y en a 50. Philippe Bertha, sur le sentiment des Français. Moi, je rejoins Franck. Je pense que le sentiment des Français est totalement légitimement d'abord mené par le problème de l'accès à la santé, qui aujourd'hui, effectivement, on le voit bien, est une vraie difficulté sur nos territoires. Je rajouterais aussi, parce que c'est un thème que nous n'avons pas eu le temps d'aborder pendant cette législature, c'est aussi l'accompagnement en fin de vie, qui reste aussi un problème posé. Et forcément, ça pèse beaucoup, à mon avis, sur le jugement des Français. Et la dépendance aussi. Et la dépendance, bon, mais bien sûr. Mais au-delà, moi, je voudrais dire quelques petits points. Bon, on a aussi un problème d'acculturation scientifique de nos médecins. Franck citait l'exemple que j'ai essayé de travailler pendant 5 ans et que je continue à travailler, qui est celui des maladies rares.
Hein, c'est un peu plus quand même de 7000 pathologies, c'est 3 millions de patients, 3 millions de gamins. Elle n'est pas dans la salle, donc je vais pouvoir me lâcher. Ma femme est médecin, c'est moi qui lui ai appris le terme. Et puis je vois bien que la collectivité des généralistes, la maladie rare, c'est toujours pas du tout vraiment compris. Donc ça veut dire qu'on a aussi un problème de contenu de nos formations. Et puis on a aussi une problématique historique, me semble-t-il. Alors peut-être que je ne suis pas dans le vrai, mais on a toujours élevé, entre guillemets, ou en tout cas formé nos futurs scientifiques et nos futurs médecins dans deux mondes totalement parallèles, avec quasiment aucun passage de l'un à l'autre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, juste un point pour terminer, ça veut dire que ne serait-ce que le passage de l'innovation scientifique vers le monde médical prend probablement plus de temps chez nous qu'ailleurs, ne serait-ce que déjà parce que nous n'avons pas le même vocabulaire et le même langage entre les futurs médecins et les futurs scientifiques. Rassurez-moi, Madame Bertha a compris. Oui, tout à fait. On ne lui répétera pas de façon Madame Bertha, mais on a fait un débat sur la formation des étudiants en médecine, en faculté de médecine. Tout a changé. Et pourtant, ça ne marche pas. Alors, on ne va pas ouvrir le débat maintenant, mais il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de formation à la recherche, il n'y a pas de formation scientifique. Donc, il faut reprendre le sujet quand même. Ça, c'est un Monsieur débat le professeur. complet. Si vous avez une heure supplémentaire, Voilà. on peut en discuter. Il y a une réforme majeure qui s'est mise en place, et comme toutes les réformes majeures, elle nécessite du temps. La difficulté en plus, c'est qu'elle s'est mise en place dans des moments qui étaient compliqués, avec des étudiants qui étaient restés chez eux. Vous parlez de quelle réforme? Les trois. La réforme là des études de santé. Oui, absolument. Et à mon trois, avis, il faut se donner 3 à 5 ans au minimum pour évaluer l'impact. Moi, je veux poser ma question, Philippe, sur le millefeuille. Hein. Oui, mais non, on n'aura pas le temps, parce qu'on va parler... Non, il y a une chose, alors justement, le millefeuille, mais vous allez pouvoir y répondre par la question que je vais vous poser, parce qu'on n'a plus que 10 minutes. Il y a une solution qui est avancée par les pouvoirs publics, c'est l'agence d'innovation en santé. Alors, est-ce que c'est la solution? Alors, on nous l'annonce, mais on ne la voit pas venir. Le président du CNRS, Antoine Petit, qui vient d'être reconduit dans ses missions, n'y croit pas vraiment. Il ne faut pas rajouter des agences partout, etc. Ça permettra peut-être d'avoir un peu plus d'argent, mais ce n'est pas ça la solution. Alors, cette agence d'innovation en santé, est-ce que ça va supprimer des millefeuilles? Est-ce que ça va être un guichet? Est-ce que ça va vraiment être utile? Votre point de vue? Et pourquoi ça traîne? Pourquoi on n'a pas le président nommé Et il faut donner la parole à Renaud. Hein, absolument. Alors, sur l'agence. Oui, sur Pascal, l'agence. Et en plus, il y a une agence européenne avec ERA. Bah oui, le millefeuille. Non, Peut-on faire... Bon, écoutez, je fais toutes mes questions. Peut-on faire tout seul, ou est-ce qu'il faut s'appuyer sur l'Europe notamment? Non, alors sur l'agence d'abord. Est-ce que ça va résoudre les problèmes? Bon, Rapidement, autour de table. le millefeuille, il est partout. Je n'ai pas répondu sur le nombre d'établissements publics qui font de la recherche en virologie. Il a fallu que vous fissiez, monsieur le député, pour supprimer ça pendant 5 ans. Et c'est vrai que la santé a cette problématique particulière qui n'est pas vraie dans d'autres champs disciplinaires, me semble-t-il. Pourquoi? Pas parce que la santé, on l'a dit, c'est un CHU, la santé, c'est une université, et la santé, derrière, c'est potentiellement l'INSERM, le CNRS, le CEA, l'INRAE, d'ailleurs, puisqu'on a parlé de One Health, c'est l'Institut Curie, enfin bon, la liste est très longue. Donc ça veut dire que lorsque vous portez une innovation en santé dans ce pays, forcément, vos interlocuteurs, pour passer à la valorisation au transfert, il y a problème, parce que vous les avez tous autour de la table, et à un moment donné, il faut se poser la question, et c'est une question dont j'entends parler moi depuis les années 90, qui est la question du guichet unique. Mon collègue chercheur n'a pas envie de se confronter à ça, c'est pas son problème. Son problème, c'est d'être dans son laboratoire, d'avoir envie de valoriser, de transférer. Donc c'est une bonne idée. L'agence Innovation Santé, si elle doit avoir un objet, entre autres, c'est le guichet unique. C'est effectivement d'essayer de rassembler tout ça et de simplifier et de clarifier l'écosystème. Alors Franck Mouton, pourquoi ça traîne, cette agence d'innovation en santé? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je crois qu'on a un conseiller de ministre pas très loin, là, dans la salle, on va lui demander. Alors, autre question, est-ce que c'est la bonne solution? Alors, France Biotech a poussé l'idée dès février 2020 qu'il était nécessaire d'avoir, en tout cas, un catalyseur. Je ne sais pas si c'est une agence, mais en tout cas, on a besoin d'une structure qui coordonne. Vous avez 3 acteurs principaux, la recherche, la santé et le budget. Avec un budget qui, d'un côté, pousse la R&D avec les financements amont, que ce soit l'ANR et la BPI, et puis un financeur d'aval qui est la prise en charge par notre système de santé. Et aujourd'hui, il n'y a pas de coordination de ces 3 acteurs pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ça manque beaucoup. À ce niveau-là, en fait, on s'est inspiré, nous, côté France Biotech, et moi, j'y ai eu affaire quand j'étais agent CEA, avant et après la création de l'agence Innovation Défense.
avec de la même façon du financement d'amont pour pouvoir soutenir l'innovation dans le domaine de la défense, et un acheteur final qui était la Direction générale de l'armement. Et moi j'ai vu l'avant et l'après création de cette agence innovation défense, et ça a été extrêmement transformant. Et c'est pour ça que pour moi c'est extrêmement important, tout simplement parce qu'il faut cette coordination, il faut un chef d'orchestre pour pouvoir animer l'ensemble de la chaîne de valeur. Vous ne pouvez pas mettre de l'argent en amont avec les financements BPI, le crédit impôt recherche, le statut JEI, et derrière ne pas accompagner les entreprises qui développent des innovations jusqu'au marché, avec l'évaluateur en particulier. On l'a bien compris. Antoine Tenière, vous êtes proche des pouvoirs publics, alors pourquoi ça traîne ? Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais simplement, je voudrais effectivement confirmer ce que dit Franck. Moi, je pense que l'innovation, in fine, elle est distribuée, c'est une culture qu'il faut diffuser. On a vu là, on en a parlé, qu'on n'est pas tout à fait dans cette logique-là aujourd'hui, et qu'il y a un système qui peut aider justement à disséminer cette idée-là en recoordonnant ou en centralisant quelques premières initiatives avec la vocation ensuite que chacun puisse s'en emparer. Je trouve que c'est vraiment un des rôles que l'agence peut prendre. Et puis le deuxième élément pour faire l'ouverture sur l'étranger, puisque je crois que c'est un des sujets dont on va discuter, c'est que, si elle peut être imaginée dans un cadre européen, je pense que c'est essentiel parce que c'est le terrain de jeu dans lequel on travaille aujourd'hui. Et deux, de dire qu'on a quelques exemples à l'étranger, je pense DARPA, BARDA, etc., qui montrent finalement la puissance de ces modèles. C'est l'investissement, voilà. BARDA, c'est l'investissement pour la recherche. Absolument, mais ça va être un élément de coordination de l'agence. Pas que. Alors, faut qu'on avance. Pourquoi ça traîne ? Cette agence qu'on nous annonce depuis plusieurs mois, plus d'une année, ça traîne à votre avis ? Alors, il y a des enjeux de coordination, je pense que Franck en a parlé, et puis je pense que ce qui est important aussi, c'est que ça va être un outil très puissant pour le prochain gouvernement. Il est possible qu'il y ait un sujet justement de gouvernance. D'accord. Alors, une question Twitter, Renaud Deguin. Oui, bonjour. Il y a deux questions qui sont un peu dans le prolongement et en écho de tout ce qui a été échangé. Il y a une première question qui est, par contre, qui n'a pas été abordée, c'est sur l'intégration des problématiques de développement durable dans la démarche d'innovation. Parce qu'on est quand même dans un moment très particulier de notre écosystème. Et comment aujourd'hui toutes les démarches d'innovation que vous représentez intègrent cette dimension-là ? Est-elle intégrée et comment l'est-elle ? Et la deuxième question, c'est une question d'intégration aussi de la démarche d'innovation, mais par rapport aux professionnels de santé de terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand on observe un petit peu la façon dont ça se passe, on a l'impression qu'il y a la bulle des biotech, des e-santé, etc., d'un côté qui se développe, qui est un dynamisme terrible, et puis on est encore dans les débats un peu éternels de coordination, ville-hôpital, etc. Et la connexion entre les deux, qui me semblerait intéressant, elle ne se fait pas, ou on n'a pas l'impression que ça se fasse. Comment un peu vous nous expliquer comment on pourrait rapprocher ces deux mondes ? En tout cas, ce sont de bonnes questions qui doivent faire plaisir à mon voisin Olivier Thomas. Environnement, santé, environnement. Alors, environnement et santé publique aussi. Double intégration, très rapidement, il nous reste 2 minutes. On commence par vous, alors, Franck Bouton. Alors, sur la partie environnementale, deux choses. La première, c'est que nos investisseurs privés commencent à regarder effectivement quel est l'impact environnemental de nos entreprises à tous les niveaux. Vous avez aujourd'hui des choix qui ont été faits sur le territoire pour la bioproduction pour abaisser justement toute la consommation. Donc l'idée de modifier les rendements. On sait qu'aujourd'hui les rendements sont plutôt mauvais dans la génération de ces biomédicaments qui vont transformer le système de santé avec la guérison en particulier. Et donc aujourd'hui, tous ces sujets-là sont adressés de cette façon-là, c'est-à-dire par la technologie, améliorer les rendements pour abaisser l'impact environnemental de la production de ces médicaments. Et en interne dans nos entreprises, nos investisseurs réclament aujourd'hui qu'on ait ce niveau-là. Après, sur l'autre partie, relation ville-hôpital, je pense que la santé numérique aujourd'hui est un levier énorme pour pouvoir transformer cela. On a des tiers-lieux d'expérimentation et Paris Santé Campus en est un emblématique où justement vous avez ce lien entre l'innovation et les utilisateurs finaux, le système de santé et les patients. Donc je pense qu'aujourd'hui on a cette transformation qui est en cours. Il va falloir un petit peu de temps évidemment pour que ça se répande de façon uniforme sur le territoire, mais vous avez des tiers-lieux d'expérimentation qui sont extrêmement puissants, y compris sur la prévention. Vous abordiez le sujet de la prévention qui est un vrai domaine difficile aujourd'hui à adresser. Et ça va venir. Et la santé numérique, pour moi, est une planche de salut. Alors, Antoine Tenière, c'est votre mission, vous, de faire en sorte que le numérique en santé se développe et soit accessible et utilisable par les professionnels de santé.
Absolument, il y a une attente très forte là aussi qui a été Une bien attente des professionnels ou des des chercheurs? professionnels et de la population. Chacun a vu en regardant ses résultats de PCR sur son smartphone ou en consultant son médecin à distance à quel point le numérique pouvait être effectivement une solution à des problématiques d'accès aux soins, des problématiques d'accès à la formation, etc. Je pense que ce qui est essentiel, c'est d'arriver à disséminer cette culture de l'innovation et faire en sorte que l'ensemble des acteurs de la chaîne comprennent que l'innovation, elle n'est pas uniquement technologique, elle ne réside pas uniquement dans une nouvelle molécule ou un nouvel ARN messager, elle peut être organisationnelle et qu'on peut être soignant ou dans un EHPAD et amener un nouveau parcours de soins ou une nouvelle chaîne de valeur qui est absolument essentielle. Donc c'est cette idée-là qu'il faut diffuser. Et puis pour les pouvoirs publics qui coordonnent ça, d'arriver à montrer que chacun est écouté et chacun peut amener une solution et qu'on peut justement arriver à progresser ensemble dans cette logique-là. Je termine. Un petit commentaire quand même. Les Français, les citoyens du monde ont envie aussi de voir leurs soignants, leurs médecins. C'est difficile d'être gastro-entérologue sans voir un médecin. Le digital ne suffira pas. Non. Et puis la seconde question, c'est effectivement notre perspective est-elle en la matière l'Europe pour nous? Pascal, c'est terminé. Et je terminerai par ça. C'est terminé 1 heure. Donc, une conclusion de chacun, en incluant l'Europe. Je pense que tout le monde va être pour l'Europe. Très, très rapidement, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est mieux expliquer aux Français? Est-ce que c'est mieux... Alors, de ce débat d'1 heure sur la recherche, l'innovation et le progrès, qu'est-ce qui vous paraît le plus important? 10 secondes chacun. Alors comme c'est 10 secondes, je ne vais pas pouvoir parler d'Europe et c'est bien dommage. Bon, effectivement, je pense que le français, nos concitoyens souhaitent une innovation un peu moins technocentrée, un peu plus proche de l'humain, tout simplement. Et puis, bon, pour revenir sur l'Agence d'innovation santé, je pense qu'il faut passer cette étape-là. C'est une étape importante, mais il faudra aussi qu'on réfléchisse au positionnement de l'innovation dans notre organisation ministérielle. Parce qu'aujourd'hui, elle est un peu nulle part. Elle est au ministère de l'Enseignement supérieur, qui fait ce qu'il peut. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, je parodie peut-être un petit peu Nicolas Bouzou, il faudrait peut-être réfléchir à un grand ministère de la recherche et de l'innovation. Grand ministère de l'Intelligence, allons-y. Antoine Ténière, alors, et puis après Franck Bouton. Non, je crois qu'on a 10 secondes. abordé beaucoup de sujets très très importants, la façon dont on peut les lier ensemble. Je retiens moi surtout qu'on a fait des constats difficiles, qu'il y a des réponses qui sont sur le chemin, qu'on doit tous s'en saisir, qu'il faut probablement arriver à dépasser certains enjeux, certaines difficultés, notamment dans la collaboration et l'ouverture de l'ensemble des acteurs de la recherche et de la santé. En tout cas, moi, j'y œuvre quotidiennement et je pense que c'est dans ces directions-là qu'on pourra trouver du progrès. Franck Bouton. L'échelle européenne est la bonne échelle pour toutes ces maladies-là. Tu parlais des maladies rares et on ne peut travailler qu'au niveau européen pour travailler sur ces maladies. Donc l'échelle européenne est la bonne échelle. Ça veut dire que cette agence, si elle existe, elle doit s'interfacer avec l'ERA. Là aussi, par exemple, la BARDA... L'ERA, c'est l'Agence européenne de financement de stimuler la recherche. C'est l'équivalent de la BARDA aux États-Unis. Et la BARDA fait 2 choses. Elle finance l'amont et fait de la précommande publique. Donc là-dessus, l'échelle européenne aussi, en termes d'impact financier, est la bonne échelle. Après, vous avez la dimension du système de santé. Et vous l'avez compris, je pense qu'aujourd'hui, les systèmes de santé européens ne sont pas uniformisés. On peut uniformiser l'évaluation médico-économique. En revanche, la capacité d'un État à prendre en charge une innovation va rester au niveau de l'État. C'est pour ça que tant qu'on n'aura pas cette uniformisation, je pense qu'une agence innovation santé française aura du sens. Et c'est vrai que l'Europe, Pascal, pour conclure, avec la crise Covid, a redoré son blason. Et donc nous c'est un avons- moment ou jamais. Et nous avons une pensée pour les professionnels de santé ukrainiens, chercheurs. Voilà, et la population aussi. Merci, merci messieurs, merci Odile, merci aux équipes, Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, Hugo, à la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé et à Hortus. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Medtronic et Point Vision. Et rendez-vous le mois prochain. Philippe, la santé vaut mieux que tous les sacrements, qui a dit? Pasteur. Alors, Renan, merci. Merci Ernest. à tous. Merci. Merci beaucoup.